Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans les prochaines minutes, personne ne te l'a jamais vraiment expliqué. Et pourtant, tu le vis peut-être chaque semaine. Tu rentres chez toi après une journée épuisante. Le genre de journée où tout s'est mal passé. Ton patron t'a mis la pression, une conversation t'a laissé un goût amer dans la bouche, et tu traînes ce poids invisible sur les épaules depuis des heures. Tu poses ton téléphone, tu t'allonges sur ton lit, et quelques minutes plus tard, tu te retrouves à faire une chose que tu n'avais pas vraiment planifiée. Et juste après, et c'est là que ça devient intéressant, tu ressens quelque chose d'étrange. Un calme, une légèreté, comme si ton cerveau venait de redémarrer. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton reset quelque part dans ta tête. Tu regardes le plafond, et soudainement, tout te semble plus clair. Cette conversation qui t'avait mis hors de toi quelques minutes plus tôt, elle te paraît moins grave. Ce problème qui semblait insurmontable, tu commences déjà à voir des solutions. Qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est dangereux? Tu vois, la masturbation est probablement l'un des comportements humains les plus universels qui existent. On en parle peu, on l'évoque souvent en riant, et pourtant, elle touche la quasi-totalité de la population mondiale. Les études scientifiques estiment qu'environ 90% des hommes et près de 50% des femmes se masturbent régulièrement. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, des millions de personnes autour du globe vivent avec les mêmes questions que toi. Mais voilà ce qui est fascinant. Personne ne te parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, dans ton cerveau, dans ton corps, dans ton équilibre émotionnel. On te dit que c'est normal, ou que c'est un péché, ou que c'est libérateur, ou que c'est destructeur. Mais la vérité scientifique, elle, est bien plus nuancée et bien plus intéressante. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce que la science dit réellement sur la masturbation. On va parler de neurologie, d'hormones, de mécanismes psychologiques, de comportements compulsifs et de comment ce comportement, aussi banal soit-il, peut façonner ton cerveau sur le long terme. Alors installe-toi confortablement et surtout reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre va probablement changer ta façon de comprendre ton propre cerveau. Commençons par ce moment particulier dont on a tous entendu parler, d'une façon ou d'une autre, la clarté post-masturbation. En anglais, on l'appelle la post-nut clarity, et si ce terme te fait sourire, c'est normal. Mais derrière l'humour, il y a un phénomène neurologique réel, documenté et absolument fascinant. Voici ce qui se passe. Au moment de l'excitation sexuelle, ton cerveau entre dans un état très particulier. Une zone spécifique, appelée le cortex préfrontal, commence à réduire son activité. C'est précisément cette zone qui est responsable de la prise de décision rationnelle, de la concentration, du contrôle de soi et de l'analyse logique des situations. Autrement dit, quand tu es excité, ta capacité à penser clairement et rationnellement est temporairement diminuée. Ton cerveau bascule dans un mode plus instinctif, plus émotionnel, plus impulsif. Et là, tu comprends peut-être certaines décisions que tu as prises dans le passé. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Juste après l'orgasme, le cortex préfrontal redémarre. Il reprend progressivement son activité normale. Et ce retour à la normale crée cette sensation soudaine de clarté, comme si un brouillard se dissipait. Des recherches en neurosciences ont montré que ce phénomène est bien réel. Ce n'est pas une impression subjective. C'est une modification mesurable de l'activité cérébrale. Ce qui explique aussi pourquoi certaines personnes ressentent, juste après un orgasme, un sentiment de regret, de honte ou de questionnement. Leur cortex préfrontal, celui qui juge, analyse et évalue, vient de se rallumer. Il y a une étude particulièrement révélatrice, réalisée par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon. Dans cette étude, des participants ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe était invité à prendre des décisions rationnelles dans un état neutre, le second groupe prenait les mêmes décisions dans un état d'excitation sexuelle. Les résultats étaient sans appel. Les personnes excitées faisaient des choix bien moins prudents, bien moins réfléchis, et étaient bien plus susceptibles d'accepter des comportements risqués. Ce n'est pas une question de morale, c'est de la neurologie pure. Et ça soulève une question importante. Si ton cerveau fonctionne différemment selon ton état de désir, ça veut dire que la masturbation, et plus largement la sexualité, a un impact bien plus profond que ton fonctionnement cognitif que tu ne le penses. Maintenant, certains utilisent même cette clarté post-orgasme de façon stratégique. Il existe des gens qui disent prendre leurs meilleures décisions juste après un orgasme, précisément parce que leur cerveau est dans cet état de reset, calme, lucide, débarrassé des désirs qui brouillaient leur jugement. Est-ce une stratégie viable? C'est discutable, mais ce qui est certain, c'est que ce phénomène existe bien et bien.
Maintenant, parlons d'un aspect qu'on évoque rarement, quelque chose de bien plus profond que le simple plaisir physique. Pour une partie de la population, la masturbation n'est pas qu'une activité anodine. Elle est devenue, consciemment ou inconsciemment, un mécanisme d'évitement émotionnel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Voici un scénario. Tu ressens de l'anxiété, une angoisse sourde sans raison précise, tu ne sais pas vraiment comment la gérer, tu ne veux pas y penser, alors tu cherches quelque chose qui va te donner un soulagement rapide, immédiat, sans effort. Et la masturbation devient cet échappatoire. Quelques minutes de plaisir, un orgasme, et pendant un instant, l'anxiété disparaît. Mais, et c'est là que se trouve le trèfle, elle revient, toujours, et souvent encore plus forte qu'avant. Des experts en santé mentale, notamment des psychologues spécialisés dans les comportements compulsifs, expliquent que lorsqu'on utilise n'importe quel comportement pour fuir une émotion négative, on crée un problème bien plus grand que celui qu'on essayait d'éviter. Pourquoi? Parce que l'émotion non traitée s'accumule, elle s'enfouit, et elle finit par ressortir d'une façon ou d'une autre, sous forme de dépression, d'irritabilité, d'explosions émotionnelles inexpliquées, ou d'un vide permanent que rien ne semble combler. Dans certains cas, ce comportement d'évitement peut être directement lié à des traumatismes non résolus. Des recherches en psychologie ont établi une corrélation entre les comportements sexuels compulsifs et des expériences traumatiques passées, notamment des traumatismes d'enfance, des ruptures douloureuses ou des situations de rejet répétés. La masturbation devient alors une forme d'automédication, un analgésique émotionnel. Et comme tous les analgésiques, elle ne traite pas la cause, elle masque simplement la douleur. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de volonté. C'est un mécanisme humain, profondément ancré, que des millions de personnes expérimentent sans même s'en rendre compte. La question que tu dois te poser, c'est celle-ci. Est-ce que je me masturbe parce que j'en ai envie, ou est-ce que je le fais pour ne pas ressentir quelque chose? La réponse à cette question peut tout changer. Si tu te reconnais dans ce deuxième cas, sache qu'il existe des approches thérapeutiques très efficaces. La thérapie cognitive comportementale, notamment, a montré d'excellents résultats pour aider les personnes à identifier leurs déclencheurs émotionnels et à développer des stratégies d'adaptation plus saines. Le but n'est pas de supprimer le comportement par la force. Le but, c'est de comprendre ce qu'il dit de toi et d'y répondre avec plus de profondeur. Mais ne soyons pas uniquement dans le négatif, parce que la science est claire là-dessus. La masturbation a aussi des effets positifs réels, mesurables, documentés. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler de chimie, la chimie de ton propre cerveau. Lorsque tu te masturbes et que tu atteins l'orgasme, ton cerveau libère un cocktail puissant de substances neurochimiques. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des suppositions, ce sont des molécules réelles, mesurables, qui produisent des effets concrets sur ton humeur, ton corps et ton bien-être. Voici les principaux acteurs de ce cocktail. La dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense et de la motivation. Chaque fois que tu fais quelque chose d'agréable, manger un bon repas, écouter de la musique, accomplir une tâche difficile, ton cerveau libère de la dopamine. C'est elle qui crée la sensation de satisfaction, c'est elle qui te donne envie de recommencer. Et pendant un orgasme, le pic de dopamine est particulièrement élevé. La sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. La sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur. Un niveau bas de sérotonine est directement associé à la dépression et à l'anxiété. La masturbation, en stimulant sa libération, peut donc avoir un effet temporaire mais réel sur l'amélioration de l'humeur. L'ocytocine, voilà une hormone fascinante. On l'appelle parfois l'hormone de l'amour ou l'hormone du lien. Elle est libérée lors des contacts physiques, des câlins et aussi lors de l'orgasme. Son rôle, créer un sentiment de connexion, de chaleur, de sécurité. Elle réduit le stress, abaisse le cortisol qui est l'hormone du stress et favorise un état de relaxation profonde. Les endorphines. Ce sont les analgésiques naturels de ton corps, les mêmes molécules qui sont libérées lors d'un effort physique intense, d'un fou rire ou lorsque tu croques dans quelque chose de délicieux. Elles créent une sensation de bien-être général, réduisent la perception de la douleur et contribuent à cet état de relaxation qui suit l'orgasme. Quand tu regardes ce tableau d'ensemble, tu comprends pourquoi la masturbation peut procurer un soulagement aussi immédiat et aussi puissant. Mais il y a une chose que tu dois absolument comprendre sur ces hormones, et c'est là que la nuance devient cruciale.
Ces substances ne sont pas illimitées. Ton cerveau ne peut pas en produire à l'infini. Et surtout, et c'est le point clé, ton cerveau développe une tolérance à ces stimulations. Plus tu sollicites ces circuits de récompense, plus ton cerveau s'adapte. Il réduit le nombre de récepteurs disponibles pour la dopamine. Il devient moins sensible aux mêmes stimulations. Et avec le temps, tu as besoin de plus en plus d'intensité pour ressentir le même niveau de plaisir. C'est exactement ce qui se passe avec toutes les addictions. Et on va en parler en détail dans la prochaine partie. Avant de parler des risques, prenons un moment pour explorer un autre bénéfice bien documenté de la masturbation, son effet anti-stress. Nous vivons dans une époque de stress chronique, la pression professionnelle, les réseaux sociaux, les crises mondiales, l'incertitude économique. Le stress est devenu le compagnon permanent de la vie moderne. Et l'une des choses les plus recherchées par les êtres humains aujourd'hui, c'est précisément de trouver des moyens de le réduire. La masturbation en est un, et pas des moindres. Grâce à l'ocytocine et aux endorphines libérées lors de l'orgasme, le corps entre dans un état de relaxation parasympathique. En termes simples, ton système nerveux passe du mode combat ou fuite, celui qui est activé par le stress, au mode repos et digestion, celui de la récupération. Concrètement, cela se traduit par une baisse de la fréquence cardiaque après l'orgasme, ton cœur ralentit, tu respires plus profondément, une réduction du cortisol, l'hormone du stress. Des études ont montré que les niveaux de cortisol dans le sang diminuent après un orgasme, une amélioration de la qualité du sommeil. Beaucoup de personnes rapportent qu'elles s'endorment plus facilement après s'être masturbées. Ce n'est pas une coïncidence. La prolactine, une autre hormone libérée lors de l'orgasme, favorise la somnolence et améliore la qualité du sommeil. Un effet analgésique. Plusieurs études ont documenté que l'orgasme peut réduire temporairement la perception de la douleur, qu'il s'agisse de maux de tête, de douleurs menstruelles ou de tensions musculaires. Ces effets sont réels, ils sont mesurables, et ils montrent que la masturbation, dans une certaine mesure et dans certaines conditions, peut être considérée comme un mécanisme naturel de gestion du stress. Mais, et c'est un grand mais, ces bénéfices ont une durée de vie limitée. Ils sont temporaires. Et si tu te relis uniquement à la masturbation pour gérer ton stress, tu rates l'occasion de développer des outils bien plus puissants et bien plus durables. La méditation, l'exercice physique, la thérapie, les relations sociales profondes. La masturbation peut être un outil parmi d'autres. Elle ne devrait jamais être l'unique outil. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. La partie que beaucoup de gens évitent d'aborder, parce qu'elle dérange, parce qu'elle remet en question des comportements qu'on préfère ne pas examiner de trop près. L'addiction à la masturbation. Avant de commencer, clarifions quelque chose d'important. La masturbation en elle-même n'est pas une addiction. Elle l'est que lorsqu'elle devient compulsive, incontrôlable et qu'elle commence à nuire à ta qualité de vie. Alors, comment ça se passe? Tout commence avec la dopamine. On en a parlé. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Mais voici ce qu'on n'explique pas toujours clairement. La dopamine n'est pas juste l'hormone du plaisir. C'est aussi et surtout l'hormone de l'anticipation du plaisir. C'est la dopamine qui crée le désir. C'est elle qui te donne envie de faire quelque chose, bien avant que tu le fasses. Et c'est elle qui te pousse à chercher, à vouloir, à consommer, encore et encore. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui se masturbe de façon compulsive. Étape 1. La stimulation initiale. Le cerveau reçoit un signal de plaisir. La dopamine est libérée en grande quantité. Le cerveau enregistre cet événement comme quelque chose de positif, de désirable, à répéter. Étape 2. L'adaptation. Avec la répétition, le cerveau commence à s'adapter. Il réduit le nombre de récepteurs dopaminergiques, les antennes qui captent la dopamine. Résultat, le même comportement produit moins de plaisir qu'avant. Étape 3. La recherche d'intensité. Pour retrouver le même niveau de satisfaction, le cerveau a besoin de plus de fréquence, plus de stimulation, plus d'intensité. C'est là que beaucoup de personnes commencent à consommer du contenu pornographique de plus en plus extrême, par exemple. Étape 4. La perte de contrôle. À ce stade, le comportement n'est plus vraiment un choix. Les circuits de récompense du cerveau ont été recablés. L'impulsion devient difficile à ignorer, même quand la personne ne le souhaite pas. Étape 5. Les conséquences négatives.
Le comportement commence à interférer avec la vie quotidienne. Retard au travail, évitement des relations sociales, perte d'intérêt pour d'autres activités, sentiment de honte, tentative répétée et échouée d'arrêter. Ce processus est identique, sur le plan neurologique, à ce qui se passe avec les addictions aux jeux de gamble, aux réseaux sociaux ou à certaines substances. Ce n'est pas une question de morale ou de faiblesse, c'est de la chimie cérébrale. Des neuroscientifiques comme le docteur Norman Doidge, auteur du livre « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau », ont documenté la façon dont les comportements sexuels répétitifs peuvent littéralement modifier la structure du cerveau, créant de nouveaux circuits neuronaux qui renforcent la dépendance. Il y a aussi un concept important à comprendre ici, la désensibilisation. Plus tu stimules ton cerveau avec du contenu sexuel intensif, moins il réagit aux stimuli du quotidien. Des choses qui étaient autrefois source de plaisir, une conversation agréable, un repas délicieux, une belle journée de soleil, commencent à sembler fades et sans intérêt. Ton cerveau a été recalibré pour ne répondre qu'aux stimulations intenses. Et c'est là que se trouve le vrai danger. Quand la masturbation devient compulsive, ses effets ne restent pas confinés à ta vie privée. Ils débordent, ils contaminent d'autres sphères de ton existence, parfois de façon subtile, parfois de façon brutale. Parlons d'abord de la vie intime. Un phénomène de plus en plus documenté par les sexologues et les thérapeutes s'appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie, ou DPIP. Ce phénomène touche principalement les hommes jeunes, en bonne santé physique, qui n'ont aucune raison médicale apparente d'avoir des difficultés d'érection. Et pourtant, ils en ont. Pourquoi ? Parce que leur cerveau a été conditionné à répondre à un type de stimulation très spécifique. L'écran, les images, la pornographie. Et face à un vrai partenaire, dans une vraie situation d'intimité, le cerveau ne reconnaît pas les mêmes signaux, il ne réagit pas de la même façon. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème neurologique. Et ce problème peut avoir des conséquences dévastatrices sur la confiance en soi. Un jeune homme qui se retrouve incapable d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes avec un partenaire peut développer une anxiété de performance profonde. Il peut commencer à éviter les situations d'intimité. Il peut se sentir anormal, déficient, moins que rien. Chez les femmes, les effets sont différents, mais tout aussi réels. Des recherches ont montré que les femmes qui se masturbent de façon compulsive peuvent développer une difficulté à atteindre l'orgasme lors de rapports sexuels avec un partenaire. Leur cerveau a été habitué à un type de stimulation précise, souvent mécanique, reproductible, que la sexualité avec un autre être humain ne peut pas toujours reproduire. Il y a aussi l'impact sur les relations affectives. Une personne dépendante à la masturbation peut progressivement perdre l'intérêt pour les relations réelles. L'intimité, avec tout ce qu'elle implique, vulnérabilité, communication, compromis, acceptation de l'autre, devient moins attrayante que la facilité et le contrôle de la solitude. Des études en psychologie des relations ont montré que les hommes qui consomment de la pornographie de façon excessive sont moins satisfaits de leur partenaire réel, ont des attentes moins réalistes en matière de sexualité et sont plus enclins à l'infidélité. Le tableau d'ensemble est clair. La masturbation compulsive ne détruit pas seulement ta neurologie, elle peut progressivement ronger ta capacité à te connecter avec les autres êtres humains. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose, mais que personne ne pose vraiment. Combien c'est trop ? Honnêtement, il n'y a pas de réponse universelle. Chaque cerveau est différent, chaque histoire personnelle est différente, chaque contexte de vie est différent. Mais voici les indicateurs que les experts en santé mentale et les sexologues utilisent pour déterminer si un comportement sexuel est devenu problématique. Premier indicateur, l'impact sur le fonctionnement quotidien. Est-ce que ce comportement commence à affecter ton travail, tes études, tes relations, tes obligations ? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme. Deuxième indicateur, la perte de contrôle. Est-ce que tu te retrouves à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire ? Est-ce que tu essaies d'arrêter ou de réduire sans y arriver ? C'est une définition classique de la compulsion. Troisième indicateur, la honte et le secret excessif. Un certain niveau de pudeur autour de la sexualité est normal et culturel, mais si tu vis dans une honte paralysante, si tu passes une énergie considérable à dissimuler ton comportement, c'est souvent le signe d'un rapport problématique.
4e indicateur, l'escalade. Est-ce que tu as besoin de contenu de plus en plus extrême pour atteindre le même niveau de satisfaction? C'est le signe que ton cerveau s'est désensibilisé et cherche des stimulations toujours plus intenses. 5e indicateur, le repli social. Est-ce que tu annules des sorties, évites des contacts humains ou préfères la masturbation aux relations réelles? Le repli social est souvent l'un des symptômes les plus révélateurs d'une dépendance comportementale. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces indicateurs, sache une chose importante, tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent la même chose et il existe des solutions efficaces. La modération, dans ce contexte, ne signifie pas faire moins par discipline ou par volonté. La vraie modération commence par la compréhension. Comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Comprendre ce que tu cherches vraiment. Et trouver des façons plus profondes et plus durables de satisfaire ces besoins. Alors concrètement, que faire si tu réalises que ton comportement est devenu problématique? Voici les approches les plus efficaces, validées par la recherche scientifique. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC. C'est l'approche thérapeutique la mieux documentée pour traiter les comportements compulsifs. Elle t'aide à identifier les pensées automatiques qui déclenchent le comportement, à comprendre les émotions sous-jacentes et à développer des stratégies concrètes pour modifier les schémas. La pleine conscience, ou mindfulness. Des études ont montré que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut réduire significativement les comportements compulsifs. Comment? En t'apprenant à observer tes envies sans automatiquement leur céder. Tu apprends à faire la distinction entre l'envie et l'action. Et dans cet espace entre les deux, tu retrouves ton pouvoir de choisir. L'exercice physique. Ce n'est pas un conseil de magazine de développement personnel, c'est de la neurochimie. L'exercice physique libère de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines, les mêmes molécules libérées lors de l'orgasme. En pratiquant régulièrement, tu offres à ton cerveau une source alternative de ces substances, ce qui réduit naturellement l'intensité des envies compulsives. Le soutien social. L'isolement est le meilleur allié de toutes les addictions. Reconnectez-vous avec des personnes de confiance. Rejoindre des groupes de soutien qui existent, notamment en ligne pour les personnes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur comportement sexuel, peut être une ressource précieuse. La consultation professionnelle. Si les comportements sont profondément ancrés, si tu sens que tu n'arrives pas à t'en sortir seul, consulter un psychologue ou un sexologue est la décision la plus intelligente que tu puisses prendre. Non pas parce que tu es fou ou abîmé, mais parce que demander de l'aide est un acte de courage, et parce que ces professionnels ont des outils que tu n'as pas. On arrive à la fin de cette vidéo, et si tu as tenu jusqu'ici, c'est probablement parce que ce sujet te touche d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu te posais des questions, peut-être que tu cherchais des réponses, ou peut-être que tu voulais simplement comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ta propre tête. Alors voici ce que je veux que tu retiennes de tout ce qu'on a vu ensemble. La masturbation n'est ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. Comme presque tout dans la vie humaine, sa valeur dépend entièrement du contexte, de la fréquence et surtout de la relation que tu entretiens avec elle. À court terme, elle peut soulager le stress, améliorer l'humeur, favoriser le sommeil et procurer un sentiment de bien-être temporaire. Ces effets sont réels, ils sont documentés. Il n'y a aucune raison de les nier. Mais à long terme, si ce comportement devient une fuite, une obsession ou une dépendance, il peut progressivement transformer ton cerveau. Il peut désensibiliser tes circuits de récompense. Il peut éroder ta capacité à jouir des plaisirs simples de la vie. Il peut nuire à tes relations, à ta confiance, à ton image de toi-même. Ton cerveau est l'organe le plus complexe de l'univers connu. Il se façonne en permanence en fonction de ce que tu fais régulièrement. Chaque comportement répété crée des circuits neuronaux. Chaque habitude laisse une trace. La question que tu dois te poser n'est pas « est-ce que je me masturbe trop ou pas assez ?» La vraie question est « est-ce que les habitudes que j'entretiens construisent le cerveau et la vie que je veux avoir ?» Et si la réponse est non, c'est le meilleur moment pour commencer à changer. Pas par honte, pas par peur, mais parce que tu mérites mieux que d'être gouverné par des impulsions que tu n'as pas choisies. Ton cerveau est puissant, et ce que tu fais régulièrement finit toujours par le façonner. La bonne nouvelle, c'est que ça marche dans les deux sens. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire en dessous. Partage ce que tu as retenu. Et si tu penses que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec lui. On se retrouve très vite pour la prochaine.